avec les discussions et mettre silencieux les téléphones portables pour nous permettre d'entamer cette séance dans un petit peu dans des conditions favorables. Donc d'abord, je souhaite la bienvenue à nos chers panélistes. Donc je vais commencer d'abord par remercier les panélistes qui sont là en les présentant. Donc je remercie Sirid El-Hamemi, qui est député à l'ANC, donc le Majlis Ta'sisi, et président de la commission qui est en charge du dossier de la décentralisation. Marhaba bik Sirid. Je souhaite la bienvenue également à gauche de Sirid, si Mousfa Beltaïf, qui est professeur à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis. Si Mousfa est très connu sur la scène avec ses interventions et sa spécialité qui, entre autres, dans le domaine sur les questions de décentralisation, mais sur pas mal d'autres thèmes qui concernent les aspects proches du thème de notre journée, à savoir l'administration et également les entreprises publiques. À gauche de Simos Fay, à ma droite directement, donc je souhaite la bienvenue à M. Vladimir Puzina, qui est notre invité polonais. Donc M. Puzina est, d'une part, c'est un ancien député qui a fait 3 mandats au Parlement polonais post-révolution. Il est également ancien recteur de l'équivalent de l'ENA ici, donc en fait c'est l'école supérieure de l'administration publique, et qui a été acteur majeur dans la transformation de l'administration, sur la question de transformation de la décentralisation donc en Pologne. Et nous attendons donc M. Sid, qui s'est excusé parce qu'il a eu un petit contretemps, qui va nous rejoindre. Donc Sid, qui est directeur général de la caisse de prêt et de soutien des collectivités locales au sein du ministère de l'Intérieur. Donc je vous remercie tous et je remercie l'auditoire. Donc on va entamer, en fait, notre programme va être... D'abord, va comprendre une première partie qui sera une série de présentations un peu thématiques pour situer un petit peu, pour préparer ensuite le débat. Donc, on écoutera d'abord rapidement, brièvement, si Moustapha qui va essayer de positionner la thématique de décentralisation, parce qu'en fait les gens confondent beaucoup de notions, en fait, que ce soit, quand je dis les gens, c'est que ce soit même parfois des acteurs dans des plateaux plus ou moins spécialisés, confondent entre décentralisation et déconcentration, les gens confondent, les gens pour eux, qui dit décentralisation, les gens pensent à une seule chose, c'est les emplois vont être transférés dans les régions, etc., etc. Donc création d'emplois immédiatement, donc il y a eu beaucoup de choses comme ça, les notions un petit peu pour que les autres interventions soient un petit peu mises dans leur contexte. Alors ensuite, alors j'espère que Sofiane sera à temps pour nous parler de la situation actuelle de la Tunisie, comment elle est aujourd'hui, et ce qui nous permettra d'enchaîner avec l'intervention de Sirid, c'est de dire l'avenir vers demain, vers où on veut aller. D'accord ? Et on écoutera ensuite un retour d'expérience et un témoignage de la part de M. Puzina sur ce qu'a vécu en fait la Pologne, parce que M. Puzina a vécu en fait toute une transformation. C'est la transition le plus dur dans un tel process, c'est la transition. Donc on écoutera ça, ce volet-là. Donc certes, certains pays ont ses spécificités et il n'y a pas de modèle à importer, mais par contre, il y a peut-être des leçons à tirer. Ensuite, M. Beltaïf interviendra sur un autre sujet, parce que les 3 premières interventions vont en fait traiter la décentralisation territoriale. Or, on verra en fait qu'il n'y a pas que cet aspect-là de la décentralisation, il y a la décentralisation technique qui touche, elle, les entreprises publiques,
qui font partie du thème de notre journée qui, comme vous le savez, en fait, c'est l'administration et les entreprises publiques. Donc, la transformation des entreprises publiques, c'est quelque chose de majeur et la question de décentralisation technique est au centre de cette question. Sans plus tarder, je donne la parole à Mostafa, donc, pour nous faire une présentation donc, sur le cadrage un petit peu de la question de décentralisation. Donc, si Mostafa, voilà. Voilà, je vais vous donner donc vous allez être devant le PC. Je vais vous donner également le micro, le second micro. Voilà, ça fonctionne. Donc, en attendant le réglage d'un petit souci logistique, je remercie également par la même occasion Samar Loueti qui a contribué à la préparation de cette conférence et qui s'est présente et qui assure le rôle de rapporteur. Donc, en fait, sachez que l'issue de nos débats fera l'objet d'un rapport. Et ce n'est pas uniquement pour cette table ronde, c'est pour l'ensemble des activités du forum. Et les rapports seront ensuite consolidés. Et ça permettra à la TUJ de valoriser, de faire un petit peu, donner une valeur et donner un output exploitable avec Suite à une discussion hier avec Serimed, on s'est mis d'accord pour quelques petits aspects, rappels conceptuels, parce que pourtant, effectivement, il y a parfois des confusions, il n'y a pas toujours un public spécialisé nécessairement sur ces questions-là. Et donc, je vais simplement me limiter à cadrer un petit peu ou à situer la décentralisation dans son contexte général et un peu donner une tentative de définition. Disons que de manière générale, la question de la décentralisation se pose en particulier dans le cadre des États unitaires. On distingue généralement, comme on le sait, dans les formes d'État, entre les États fédéraux et les États unitaires. C'est vrai qu'au sein des États fédéraux aussi, il peut y avoir décentralisation au sein des États membres d'un État fédéral, comme aux États-Unis. Mais c'est surtout donc dans les États unitaires et la Tunisie est un État unitaire. Traditionnellement, donc, on peut présenter la décentralisation comme un processus. Bon, il y a deux conceptions, statique ou dynamique. Processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à, donc, comme vous le voyez, répartir les compétences au sein de l'État entre le pouvoir central et d'autres entités érigées en personnes morales distinctes et autonomes, comme des collectivités régionales ou locales selon les pays, ou encore des établissements publics, soit à caractère administratif, soit à caractère économique, disons globalement, qu'on appelle traditionnellement en droit tunisien, ou encore en France, établissements publics à caractère industriel et commercial. Et c'est généralement dans ce cadre-là qu'on retrouve aussi un grand nombre d'entreprises publiques qui ont la forme de l'établissement public. La décentralisation pose traditionnellement une dialectique. La dialectique de l'unité et de la diversité au sein de l'État. L'État unitaire a besoin d'unité, mais l'État unitaire, surtout démocratique, a besoin aussi de reconnaître les spécificités.
régional ou local. Et c'est cette dialectique-là, cet équilibre à retrouver entre le besoin et la nécessité de l'unité de l'État et la nécessité de l'État et les besoins de reconnaître des intérêts, des spécificités régionales ou locales qui alimentent cette dynamique de la décentralisation depuis, en fait, sa naissance. Pour aller très très vite, je dirais que traditionnellement, ce mode d'organisation s'est développé d'abord en Europe et que c'était, après les régimes féodaux, on a eu une tendance à favoriser la centralisation excessive, l'État ou la République in et indivisible selon les pays, et puis l'excès de centralisation a engendré des réactions parfois extrêmes jusqu'au séparatisme, et la décentralisation était une forme d'aménagement justement des pouvoirs permettant justement de préserver l'unité de l'État tout en justement reconnaissant les intérêts propres ou les spécificités propres des collectivités territoriales autres que le pouvoir central, donc qui composent l'État. Très rapidement, quelques éléments constitutifs. La décentralisation suppose donc la reconnaissance d'intérêts distincts, de l'intérêt national, de l'intérêt du pouvoir central, qui mérite une protection juridique. Et c'est dans ce cadre qu'en général, on trouve une consécration de la décentralisation, soit dans les constitutions, soit par la loi, dont des lois, très souvent des lois organiques d'ailleurs. Il y a aussi, bien sûr, quand on dit, quand on dit reconnaissance d'intérêts distincts, suppose aussi que ces collectivités ou ces entités décentralisées aient leur personnalité juridique, leur personnalité morale qui leur permettent de prendre des décisions, d'établir des politiques locales ou régionales, donc d'avoir suffisamment d'autonomie et de souplesse pour s'adapter aux besoins de leur région ou de leur localité. Donc généralement, personnalité morale reconnue aux structures décentralisées, ce qui engendre évidemment, quand on a la personnalité morale, nous avons un pouvoir de décision, donc une autonomie de gestion et administrative et financière. Mais cela suppose aussi des organes propres à l'entité décentralisée. Nous le savons, pour les collectivités territoriales, généralement un conseil régional ou un conseil municipal, un exécutif municipal ou un exécutif régional, etc. Troisième élément pour aller très rapidement, très généralement, notamment dans le cas de la décentralisation territoriale, mais là il y a débat dans la doctrine, mais en tout cas on considère que la décentralisation est intimement liée aux élections ou à la démocratie, c'est-à-dire qu'on a des organes de gestion, de gouvernance, donc locale ou décentralisée, reposant sur une légitimité électorale, c'est-à-dire des organes élus. Et puis très souvent cette autonomie, cette indépendance, cette personnalité, cette reconnaissance donc du pluralisme, de la diversité, ne doit pas porter atteinte à l'unité de l'État. C'est toujours le cadre de l'État unitaire et c'est pourquoi il y a des rapports un peu de contrôle du pouvoir central sur les collectivités décentralisées ou les entités décentralisées, qu'on appelle traditionnellement contrôle de l'égalité. Parfois, comme en France on l'appelle contrôle de tutelle, je pense que le terme tutelle ne reconnaît pas le caractère, considère les collectivités ou les entités décentralisées comme des mineurs, si on veut les considérer comme des entités majeures, juridiquement parlant. Donc c'est plutôt un contrôle de l'égalité a posteriori, parce que le contrôle a priori, par définition, suppose directive, orientation, autorisation préalable. Ceci veut dire vider cette autonomie de sa substance. Donc, pour qu'il y ait réellement autonomie, il faut laisser le pouvoir d'initiative et n'intervenir qu'à posteriori. On distingue en général donc deux grands types de décentralisation, si vous voulez, la décentralisation territoriale et la décentralisation fonctionnelle ou technique. La décentralisation territoriale, donc, ce sont des collectivités comme les communes, les régions, etc., qui réunissent les caractéristiques que je viens d'évoquer, intérêt propre, personnalité morale, autonomie, etc. Pour la décentralisation fonctionnelle ou technique, j'avoue que ce n'est pas le temps maintenant de le dire, mais elle fait l'objet de controverses entre les spécialistes. Il y a ceux qui ne reconnaissent pas cette décentralisation technique, considèrent qu'elle n'existe pas, ou que c'est plutôt une décentration. Mais en tout cas, la décentration fonctionnelle ou technique permet généralement à des établissements publics à vocation spécialisée
comme les universités, les hôpitaux publics, diverses entreprises publiques qui ont la forme ou qui ont le caractère de personnes morales de droit public, comme pour le cas tunisien, il y a un certain nombre, j'évoque ici la STEG, la SONED, l'ONAS, la Poste, etc., qui disposent donc d'une autonomie de gestion avec également leur propre organe de décision, comme un conseil d'administration. Pour les communes, on a un conseil municipal, pour une entreprise publique, un établissement public, un conseil d'administration, un budget autonome, donc l'autonomie financière, et finalement la collectivité de rattachement de l'établissement, parce que l'établissement public, cette forme de décentralisation peut être à l'échelon national comme à l'échelon local, un établissement public local ou régional. Donc il y a une collectivité de rattachement qui va également assurer ce contrôle de l'égalité pour préserver justement toujours ce souci d'équilibre entre diversité et unité, autonomie et unité, un contrôle plutôt, à mon avis, qui doit être donc ex post. La réalité est autre, ce n'est pas le moment, dans le cas tunisien du moins, des entreprises publiques, mais voilà rapidement les deux formes. Pardon. Généralement aussi, c'est Ahmed l'a dit tout à l'heure et je terminerai par là, déconcentration, décentralisation. Il y a parfois des confusions. Je dirais très rapidement que la déconcentration est une modalité, un aménagement de la centralisation. C'est-à-dire qu'elle permet un peu de réduire la centralisation et ces mots traditionnels de lourdeur, de lenteur. Et donc, elle a ainsi pour fonction finalement d'alléger la charge du pouvoir central, de décongestionner l'administration centrale en permettant une prise de décision au niveau local. Alors, il y a une sorte d'adage célèbre ou image connue. C'est le même marteau qui frappe, c'est-à-dire c'est toujours le même pouvoir, mais on en a raccourci la manche, ou le manche, c'est-à-dire que finalement, c'est toujours la même personnalité morale de l'État. C'est l'État, et ce sont des excroissances de l'État, des prolongements du pouvoir central au sein du territoire national, et qui vont agir au nom de l'État, ils n'ont pas leur personnalité juridique propre. À partir de là, on trouve des exemples. Alors, la déconcentration peut avoir également un caractère territorial. Donc, on a des structures territoriales déconcentrées, non dotées de pouvoir de décision autonome, ni de personnalité morale, mais qui agissent au nom de l'État, telles que chez nous aujourd'hui, du moins, les délégations, le Muatamdiyet ou l'Imadet, Chir, etc. Mais aussi le gouvernorat, encore que le gouvernorat a un statut un peu mixte, dans la situation actuelle, le dispositif tunisien actuel. Voilà, donc en général, c'est une logique top-down, c'est le centre qui pénètre les territoires, etc. La décentralisation, c'est l'inverse, c'est la logique bottom-up, c'est des structures élues localement, régionalement, etc. Au sein des établissements publics, si on démocratise au sens de la vraie décentralisation, également des organes de gestion, souvent qui représentent les partenaires au sein de l'entreprise, élus, etc. Et donc c'est une logique plutôt démocratique bottom-up. De manière générale, donc voilà, nous avons en général une administration centrale et l'administration territoriale avec deux variantes, l'administration déconcentrée qui est prolongement de l'administration centrale et nous avons l'administration donc décentralisée qui a sa propre personnalité morale. L'administration déconcentrée en général, donc on trouve le territorial et un peu le territorial, je viens d'évoquer l'Imed al-Mu'tamdi en Tunisie, technique, les services extérieurs de l'administration centrale tels que les directions régionales de l'équipement, de la santé, du transport, etc. L'administration décentralisée, également, je l'ai dit tout à l'heure, elle est soit territoriale, soit technique. Territoriale, collectivité territoriale, différentes, enfin, ou locale, région, district, commune, ou technique. Donc, je viens d'évoquer le débat, c'est les établissements publics, dont une grosse partie des entreprises publiques font partie, puisque le thème général est administration et entreprises publiques. La décentralisation, et je termine vraiment par là, est au cœur des préoccupations de la révolution tunisienne, en réalité, puisqu'il y a un lien étroit entre démocratie et décentralisation. La décentralisation, c'est l'équilibre entre l'unité et la diversité. Les gens ont demandé le développement équilibré, le développement équitable. Il y a donc des enjeux démocratiques où l'échelon local donne un sens à la citoyenneté et à la construction des identités, des enjeux économiques de développement local, de compétitivité des villes, des territoires et au-delà des compétitivités des États dans un contexte de mondialisation économique, enfin des enjeux sociaux de solidarité,
inclusion sociale, mixité socio-culturelle, etc. Mais alors, quel modèle? Il a deux mots, deux modèles en général de décentralisation, ou deux conceptions. Un modèle technique ou formel, ou techniciste, c'est plutôt la tradition française, du moins jusqu'aux années 80, où la décentralisation n'est qu'un mode d'organisation de l'administration, une modalité, une technique d'organisation administrative, ou encore une conception plus substantielle, où la décentralisation serait un processus, une véritable politique. Donc c'est une conception beaucoup plus profonde, plus riche, on y reviendra peut-être dans les discussions. Voilà. Collectivité territoriale, généralement perçue comme école de la démocratie, lieu d'apprentissage de la culture et de la pratique de la gouvernance démocratique. C'est avec cette phrase d'Alexis de Tocqueville, qui fut pourtant anti-révolutionnaire, connu, qui a proclamé un petit peu cette citation. Donc il y a cette phrase, c'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté, ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Je vous remercie. Merci, Mostafa. Juste un petit commentaire. Certains peut-être ont constaté que je souris en voyant cette phrase, parce que en classe préparatoire, quelques-uns là secouent la tête. En classe préparatoire, ce bouquin de Tocqueville, on l'a étudié. Donc beaucoup d'étudiants sont passés par la lecture de ce bouquin qui n'a rien à voir avec nos études scientifiques, mais pour dire comme quoi le côté littéraire est également présent dans la formation des étudiants en maths sup, maths spé. Voilà. Donc cette parenthèse, je la ferme. Et je donne la parole à Simed. Simed, c'était prévu qu'il présente en fait l'avenir principalement, en ayant déjà un exposé qui présente l'existant. Donc je vais demander à Simed, dans la mesure du possible, dans sa présentation, de faire un petit peu le parallèle. Donc de parler de ce qui est prévu principalement, c'est l'avenir, le projet de l'ANC, mais probablement, ou bien on enrichira un petit peu le débat avec des questions pour mettre le focus sur le changement. Voilà. Donc je vous donne la parole à Simed. Simed, donc si vous souhaitez être assis ici ou bien là-bas, à votre aise. On sera assis. شكرا بسم الله شكرا سعيمات. اللي قدمه سي مصطفى يظهر لنا الأهمية متاع اللامركزية. أنا حسب رأيي ربما يعمل لنا نوع من التشويش. أنا في نفس الوقت نحكي على اللامركزية الفنية وعلى اللامركزية الترابية. على كل حال في الدستور اللي حكينا عليه سميناه اللامركزية، ويعرف سي مصطفى وسيد العميد اللي قصدنا اللامركزية الترابية، وهذا هو اللي تونس تستحق له في المستقبل. ثم احنا الثورة وقت اللي وقعت الشرارة الأولى كانت فما مشكل بين عون بلدي وبين بطال كان عنده نصبة متاع بائع متجول اللي هو الشهيد محمد البوعزيزي. يعني العون البلدي كان التعامل متاعه مع هذا البائع المتجول ما هوش لائق ومارس معه حتى العنف المادي. الشكوى كانت للوالي، الوالي ما حلش المشكل لأنه
كانت السياسة متاعه والدورة متاعه أنه يمثل في السلطة المركزية، ما كانش منتخب. لو كان جاء منتخب من طرف دافعي الضرائب، لو كان جاء إلى أروندر كونت للي كونتريبيابل متاعه، يحتمل راه فكر باش يحل المشكل. ولكن الوالي وقتها مشكلته الأساسية هو سياسة الدولة، وكيفاش يدافع على السلطة المركزية، وكيفاش أنه النفوذ متاع الدولة يكون الدور متاعه أنه يقهر المواطنين، وأنه يضيق لهم على الحريات متاعهم، وأنه يزيد يعمق من المشاكل متاعهم. هذه هي الشرارة الأولى تاع الثورة اللي وقعت نهار 14 جانفي في تونس. إذا كان نحبوا ننظروا للمستقبل يلزم نحلوا المشاكل انطلاقا من هالسين هذه. احنا في تونس عندنا شعب متعلم، عندنا شعب عنده كل نقاط الالتقاء والانسجام في العرق وفي الدين وفي الثقافة وفي التاريخ. عندنا بلاد صغيرة بأقل ما يمكن من الجهد ممكن باش تصير فيها تنمية حقيقية، وباش تكون تونس منارة سواء في العلم ولا في الثقافة ولا في الحريات، ولا أيضا تكون معناها قاعدة اقتصادية اللي تفيد المنطقة كلها على المستوى الإقليمي ولا على المستوى المتوسطي، ولا حتى احنا معناها موجودين في قارة اللي هي قارة ما زالت فرتيل وما زال فيها مجال حيوي الآن ربما يكون هو مستقبل العالم. الثورة اللي وقعت هي بالتأكيد كانت مش فقط الشرارة ديك برك، ما هو بسبب تراكم تاع سياسة اقتصادية واجتماعية اللي خلت فما فوارق بين الجهات، وخلت انه فما جهات محرومة وفما جهات محظوظة، وخلت انه فما جزء من الشعب التونسي هو يقتسم في الثروة الوطنية، ومجال كبير وخاصة الشباب المتعلم والأجيال الجديدة ما عندهم حتى حظ من هذه الثروة. هذا يجعل أيضا أنه فما فرصة للأجيال الجديدة اللي عملوا الثورة أنه يبنيوا نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يخلينا نعيشوا في حرية، ويخلينا نتعايشوا مع بعضنا، والاختلاف متاعنا يكون هو حوافز متاع ثراء ومتاع منافسة ومتاع تقدم للبلاد هذه، ويجعل أيضا أن نبنيو منوال اقتصادي قوي. ربما بلادنا الصغيرة تكون هي متمتعة بكثير من الخيرات الكامنة